Écoute, écoute. Bonjour, Comprendre le monde, 3e édition. Je reçois aujourd'hui Jacques Maire, qui est vice-président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, après un parcours qui vous a amené aussi bien dans le privé que dans la diplomatie, mais surtout sur les questions économie et financières. Comment concevez-vous votre travail comme vice-président de cette commission dite prestigieuse des affaires étrangères ? Vous savez, le rôle du Parlement en matière d'affaires étrangères sous la Ve République n'est pas un rôle très très simple. Bien sûr, il a un rôle en cas de déclaration de guerre, hein, ça c'est utile, mais c'est pas tous les jours et heureusement. Il a un petit rôle budgétaire, il a un rôle de ratification des traités qui peut effectivement ici ou là se transformer en débat politique. Je pense par exemple au Brexit dans quelques mois, peut-être. Je pense au CETA en ce moment. Nous sommes quand même dans un système qui est dominé par l'exécutif et au sein de l'exécutif par le président. Alors comment je le conçois moi ce rôle ? D'abord je pense qu'il y a quelque chose d'important à prendre en considération dans la façon dont le président Macron gère son mandat politique. Il a mis les affaires internationales au centre de son action. Il les a mis d'une façon qui fait en sorte que le travail, je dirais, de relève et de redynamisation de la France, de remise en marche de la France, passe y compris par sa dimension de leadership international. Et c'est le leadership international qui redonne quelque part une dynamique et un mouvement en France. Et de ce point de vue, on doit absolument contribuer à ce mouvement. Alors, la majorité En Marche à l'Assemblée, effectivement, elle est aussi majoritaire à la Commission des Affaires étrangères. Et je pense que le plus important, c'est de savoir entre nous quels sont les domaines dans lesquels, effectivement, les parlementaires peuvent accompagner, peuvent aller plus loin, peuvent susciter, peuvent éventuellement titiller, voire par moments se différencier de l'État. Je prends 2 exemples aux extrêmes. Sur une question qui est celle des droits de l'homme, il est évident que des parlementaires peuvent faire plus et différent de ce que peut faire un gouvernement qui est engagé dans des contraintes de relations État-État. Dans les domaines, en revanche, de réforme de l'État, vous avez vu par exemple qu'il y a des projets très importants, on en reviendra, en matière de budget de la PD ou de la défense. Il y a quand même une question de justification aux yeux de l'opinion de l'intérêt de ces efforts. Et pour ce faire, l'exécutif sait bien, mais si les parlementaires peuvent prendre leur part de cette pédagogie illustrée et l'incarner même vis-à-vis à la fois des populations et vis-à-vis du débat public, c'est important. Vous êtes donc, vous appartenez au groupe En Marche. Comment jugez-vous les premiers pas à l'international du président Macron ? Est-ce que vous pensez qu'il a réussi ses premiers pas, les différents sommets, l'Assemblée générale des Nations Unies, mais également, bien sûr, la relation avec Poutine, avec Trump, qui a fait couler beaucoup de commentaires ? C'est assez extraordinaire en fait ce qui s'est passé. Et quelque part, on a aujourd'hui à New York, aujourd'hui et avant-hier, le bénéfice finalement de cette attitude transgressive d'un jeune homme de moins de 40 ans qui s'adresse aux grands de ce monde comme s'il était face à eux l'alternative. Je crois qu'il y a une forme de présomption, je dirais, de sûreté de soi qui est stupéfiante, mais qui est rentable. Aujourd'hui, vous avez, à travers des personnalités comme Trump, comme évidemment Poutine, comme Erdogan, vous avez des gens qui, quelque part, ont un comportement qui remet en cause 70 ans de construction prudente et progressive d'un ordre mondial régulier et multilatéral. C'est le retour du nationalisme, c'est le retour de patriarches qui considèrent leur nation comme un troupeau de brebis effrayés. C'est aussi le cas de Netanyahou, par exemple, et qui veulent prendre l'ascendant et défendre coûte que coûte leur population contre les agressions du monde entier, fût-ce dans des attitudes qui détruisent l'environnement et la coopération. Face à ça, il faut exister. Il faut exister, et je pense que la stratégie d'Emmanuel Macron a été de vouloir incarner le message historique de l'Europe, qui est un message d'un monde régulé, d'un monde de coopération, d'un monde du multilatéral, qui doit s'affirmer avec un leadership qui manque. Et il a réussi, alors pour combien de temps, c'est là notre travail, mais il a réussi finalement en quelques semaines à incarner ce leadership quelque part de cet ordre que nous avons contribué à construire, un ordre qui est fondé sur la coopération et sur la régulation face
à ces puissances brutales. Il l'a fait d'une manière parfois un peu, je dirais, spectaculaire. Les poignées de main, Versailles, c'est une prise de risque. C'est du transgressif, c'est une prise de risque. Moi, quand je vois l'accueil qui a été celui qu'il a reçu à New York il y a quelques jours, quand je vois effectivement le contraste, y compris au plan des médias internationaux entre les deux discours de la même journée, quand je vois l'accueil qui a été fait sur l'Alliance, enfin c'est pas l'Alliance, mais pour l'environnement, la réunion multilatérale qu'il a organisée le lendemain, c'est plus qu'un succès d'estime, c'est une volonté de la part de beaucoup de pays, de beaucoup de leaders, de quelque part de miser sur le the new guy. Par rapport à Donald Trump, il y a un peu des signaux contradictoires, la réception au 14 juillet, les effusions assez démonstratives, et en même temps une opposition sur le fond. Donc est-ce que c'est une stratégie de sa part d'amadouer Trump pour mieux le contredire? Comment analysez-vous les différences qui semblent fondamentales sur l'Iran, sur le climat et sur d'autres points de la politique d'Emmanuel Macron par rapport à celle de Donald Trump, et en même temps la cordialité chaleureuse de leurs relations? Je pense qu'il s'inscrit dans la durée. Il veut créer un rapport qui est un rapport de force et un rapport de séduction. Moi, j'ai vécu un peu la même chose à distance quand, en 2012, on discutait de l'organisation, par exemple, du premier tête-à-tête entre François Hollande et Poutine. C'était un très gros enjeu, y compris de rapport interpersonnel. Est-ce que François Hollande allait être perçu par Poutine comme un interlocuteur qui compte face à Merkel, face à Obama, etc. Donc il y avait un enjeu par rapport à ça. Il fallait une mise en scène. Bon, François Hollande a eu un énorme, je dirais, une énorme contribution dans la stabilisation et la pacification des relations bilatérales pendant toute cette période avec beaucoup de pays. Il n'a pas forcément été capable d'émerger comme étant, je dirais, le leader européen face au reste de la planète. Bon, aujourd'hui, il y a une place à prendre, du fait même du caractère nécessairement contraint de la position de Mme Merkel. Il n'y a pas non plus de débat politique étrangère ou de débat européen fort lors des élections allemandes. Et ceux qui sont là pour proposer et pour initier, finalement, c'est les Français aujourd'hui. C'est un peu dommage, c'est une prise de risque. Voilà. Il l'a fait, et quand on regarde la façon dont il le gère par rapport à Poutine et par rapport à Trump, l'idée n'est pas du tout de dire je m'inscris simplement dans une séquence unique dans laquelle je joue un coup parce que j'ai une belle image, mais c'est comment je mets en sorte, je mets en scène une relation de coopération et de confrontation qui permet, je dirais, mois après mois, échéance après échéance, il y avait l'OTAN, il y avait le G7, il y a les Nations Unies, voilà, qui permettent de créer ce dialogue. Alors, il n'y a naturellement pas de point de comparaison entre l'influence relative de la France et des États-Unis, restons à notre place, mais il y a le fait que les États-Unis aujourd'hui s'enfoncent dans une phase de déclassement important avec la remise de leurs alliances internationales, y compris au Moyen-Orient, en Asie, etc. Et que donc, je dirais, il y a une place à prendre. Voilà, pour Poutine, c'est un peu la même chose. Il y a une avancée de la stratégie russe très importante, d'autres en parleront mieux que moi, mais notamment au Proche-Orient, évidemment. Il y a un fait russe aujourd'hui qui s'impose dans son agenda sur les sujets européens, sur les sujets de sécurité internationale. On ne peut pas faire sans. Donc, on fait avec. On veut créer une relation intense et en même temps la plus équilibrée possible. Je pense que c'est bon pour la France. Quelle différence et quelle ressemblance trouveriez-vous entre la politique étrangère ou le rôle international de François Hollande et celui d'Emmanuel Macron? Est-ce que Emmanuel Macron est dans la continuité de François Hollande ou est-ce qu'il se distingue dans la rupture? Quelle est la part en fait de changement et de continuité dans la politique étrangère de la Ve République? Alors, je pense qu'il faut peut-être remonter déjà à l'époque Sarkozy, puisque le point de départ des deux présidents est tout à fait différent. Nicolas Sarkozy avait réussi, je dirais, quelques coups dans des relations bilatérales avec, par exemple, Poutine, déjà. On se rappelle de l'affaire de la Géorgie. Il avait réussi la même chose avec Lula, mais il s'était fâché avec la terre entière, à part ses deux leaders, quoi. Les Chinois, les Japonais, les Turcs, que sais-je, les Mexicains. La qualité principale de Hollande, c'était son énorme pragmatisme, son empathie, son rationnel, et qui fait qu'il a finalement réussi à déminer et à pacifier la quasi-totalité des relations bilatérales de la France. Il a réussi, par ce biais-là, à faire s'intéresser à des sujets français, si je puis dire, comme le Sahel, comme le Mali, les autres, mais avec des limites importantes, à savoir que
ça représentait pas quand même malgré tout une capacité de conviction suffisamment importante pour faire bouger les lignes. Emmanuel Macron, il arrive sur un champ un petit peu différent. Le champ du bilatéral, il ne le remet pas en cause, même s'il a des tropismes importants sur tel ou tel pays, qu'on n'a pas toujours facilité à distinguer depuis l'extérieur. Mais il se situe à un niveau tout de suite de la contribution à la régulation internationale. Hollande l'avait fait sur un sujet qui était le climat. Il l'avait abandonné sur les sujets commerciaux. Il l'avait un peu subi sans l'organiser sur les sujets de terrorisme, par exemple. Macron, tout de suite, place la barre beaucoup plus haut. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça marche parce que justement, le niveau d'animosité à l'égard de la France est aujourd'hui extrêmement faible. Donc c'est par, je dirais, la plateforme collaborative qu'a constituée la France dans ces initiatives, y compris d'ailleurs la conférence de Paris sur le Proche-Orient. Enfin, on a été toujours dans les bons offices, dans les rapprochements, sans provocation, mais avec ténacité. Toutes ces opérations, toutes ces initiatives, la conférence de Paris, c'est pareil, ont permis finalement aujourd'hui à Macron de disposer d'un socle relationnel qui lui permet de construire cette stratégie. Après, il faut payer le prix. Il faut payer le prix en faisant le ménage chez soi. Alors, par exemple, je reprends les 3D, défense, développement et diplomatie. On voit très bien qu'on n'est pas au niveau en termes de capacité, ni en défense, ni en développement. Donc, payer le prix et faire ménage chez soi, ça veut dire passer à 2% du PIB en matière militaire, ça veut dire passer à 0,55% en matière d'APD, ce qui est presque un effort aussi important en relatif, même quasi, que l'effort militaire. Donc, payer de sa personne, se dire, je me mets au niveau auquel je dois me situer en termes de capacité vis-à-vis de mes collègues, j'ai pris du retard, je le rattrape, et je mets tous ces éléments de crédibilité, plus la stabilisation financière et économique française, pour me permettre de jouer mon rôle, quoi. Donc il y a une énorme cohérence, en fait, entre la question des moyens, la question du ménage interne et de la réforme de l'État, la question du régalien et la question de la politique internationale. Vous parliez du pragmatisme de François Hollande. Ce dernier n'a jamais, dans ses différents discours à la Semaine des ambassadeurs, dressé un cadre conceptuel. Il prenait les dossiers les uns après les autres. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, dans son propre discours devant les ambassadeurs, a fait une petite pique à cet égard en disant qu'il allait changer, qu'il allait faire un peu plus de concepts. Emmanuel Macron s'est référé à plusieurs reprises dans la campagne et ensuite au gaulo-mitterrandisme. Est-ce que c'est un concept qui vous paraît toujours opérationnel? Il est critiqué par certains en disant c'est un héritage de la guerre froide, que c'est dépassé. Comment jugez-vous ce cadre conceptuel du gaulo-mitterrandisme? Alors, je ne sais pas si c'est un cadre conceptuel ou un cadre de référence, personnel. Aujourd'hui, il y a une volonté de la part d'Emmanuel Macron de s'affranchir effectivement des clivages droite-gauche et de porter des projets qui dépassent, je dirais, l'opposition politique classique en France, et pour se mettre au-dessus, mais vraiment au-dessus. Alors, De Gaulle l'a fait en matière de décolonisation, De Gaulle l'a fait en matière de dissuasion, François Mitterrand l'a fait en matière de construction européenne, ce qui n'était pas tout à fait d'ailleurs la culture historique de la gauche à cette époque. C'est dans ce sens-là que moi je dirais qu'il y a un gaulo-mitterrandisme. Pour les questions stratégiques, pour les questions, je dirais, de sécurité, pour les questions militaires, je n'en suis pas sûr. Je n'en sais rien. Je crois que c'est un peu trop tôt pour le dire. Je pense que les défis auxquels on a à faire face sont assez différents de ceux d'il y a 20 ou 30 ans. Et je pense que pour se préparer à ce défi, que ce soit effectivement la radicalisation, je dirais, le durcissement des relations internationales, les acteurs non étatiques, la cybersécurité, etc., on a un président qui veut réellement profiter de la mise à jour stratégique des concepts, je dirais, de souveraineté française depuis 10 ans pour aller encore plus loin. Donc en ce sens, il est de son temps. Et je préfère le sentir de son temps que de se référer à des références qui sont utiles en termes de références, mais qui ne sont peut-être pas totalement opératoires pour les défis qu'on a en face de nous. Emmanuel Macron a mis le Sahel parmi ses toutes premières priorités. Vous avez beaucoup travaillé sur la zone. Quels sont les défis que pose cette zone et quelles sont les réponses, aussi bien en termes sécuritaires qu'économiques, que la France peut apporter, étant donné en plus que Emmanuel Macron a dit qu'il n'y avait pas que des solutions militaires aux défis de la zone, mais qu'ils étaient beaucoup plus larges. Quand il dit que sa première préoccupation et que l'enjeu numéro 1 de la diplomatie française, c'est la sécurité,
je pense qu'il ne faut pas l'entendre comme sécurité militaire. Parce que finalement, si on regarde les sujets de type terrorisme, la réponse militaire existe, mais il faut aussi une réponse policière et pénale. Quand on parle effectivement de radicalisation, quand on parle de migration, quand on parle de continuum migration-développement, sécurité-développement, on n'est plus dans le militaire. La fameuse, je dirais, formule « gagner la paix comme on a gagné la guerre » est quelque chose qu'il a affronté tout de suite. Et c'est particulièrement vrai sur le Sahel. Parce que sur le Sahel, finalement, les groupes djihadistes sont pas totalement neutralisés, c'est le moins qu'on puisse dire, mais en tout cas, la capacité d'organiser de façon massive des opérations quasi-militaires d'occupation de territoire est aujourd'hui extrêmement faible. En revanche, la radicalisation et sa propagation géographique dans de nouveaux territoires du centre et du sud Mali, du Liptako Gourma, de l'ouest du Niger, du nord du Burkina, c'est devenu extrêmement diffus partout. Et la crainte qu'on peut avoir, c'est effectivement, a-t-on, du point de vue français, encore les moyens d'aider ces pays à se structurer? Donc, il y a une réponse en deux temps. La première réponse, c'est organisez-vous pour qu'on vous aide. Ça, c'est le G5 Sahel, qui a son sens au point de vue militaire, et qui permettra à la France peut-être aussi de mieux coordonner sa capacité d'action opérationnelle et les forces sur place. Mais il y a aussi des questions qui sont liées à la lutte contre la radicalisation et qui sont beaucoup plus compliquées à adresser à travers, je dirais, des questions sociales et d'éducation, à travers des questions de financement d'une offre éducative et sociale alternative à celle qu'offrent les madrasas. Et puis aussi la question, par exemple, migratoire. Aujourd'hui, on a réussi, à l'époque notamment de François Hollande, d'intéresser toute cette zone, je dirais de l'Italie à l'Allemagne, en passant par l'Espagne, bien sûr la Grèce, à contribuer au défi migratoire, y compris par des biais financiers. Cette zone qui était sous-financée, la zone du Sahel en termes d'APD, devient maintenant presque surfinancée. Ça peut être très conjoncturel, hein, méfions-nous, mais elle est surfinancée. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on la finance dans un sens qui puisse permettre, je dirais, de stabiliser la dégradation de la situation de la sécurité et de prendre à long terme en charge les questions de développement, de planning familial et autres. Deuxième exemple, parmi les défis qu'on a, c'est les risques sont devant nous aussi. Si je prends l'exemple de l'Algérie aujourd'hui, qui est un pays de transit au sud, hein, pas au nord, c'est pas la Libye, entre le Sahel et l'Europe, aujourd'hui on se dit la situation de l'Algérie depuis 4-5 ans est stabilisée, tout va bien. Sauf que les prix du pétrole sont tels que les réserves de long terme d'Algérie ont fondu, que si demain on a un crash financier algérien, au rythme où va le cours du pétrole, on n'en est pas tout à fait totalement éloigné. On a quand même un nombre très important de binationaux et de gens qui ont droit au regroupement, et on peut avoir demain et après-demain des centaines de milliers d'Algériens qui ont un droit, je dirais, à accéder au territoire français. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la France est prête à supporter ça? Voilà, donc gros sujet sur cette zone maghrébo-sahélienne, énorme enjeu pour nous, le principal. Et ce qui est assez rassurant, c'est que finalement, il met l'enjeu au bon niveau, à la fois en termes de mobilisation d'aide au développement, de moyens dont on se donne, et aussi dans le fait de se dire il faut repolitiser l'aide. C'est-à-dire la tendance qu'on a eue depuis les années, je dirais presque 2000, a été de dire vive l'aide multilatérale, rangeons-nous dans le concert des nations. On se rend compte qu'en fait, les zones sur lesquelles la France était très présente, comme le Sahel, sont des zones qui n'ont pas intéressé les bailleurs, sont des zones qu'on a laissées se radicaliser. Donc aujourd'hui, la reconquête, elle passe par, bien sûr, une remobilisation de multilatéral, et ça marche, mais aussi un réarmement bilatéral en mettant un lien plus évident entre politique de développement et enjeux nationaux. Il y a les rencontres Trump-Macron, Poutine-Macron. Par rapport à la Chine, alors il n'y a pas eu encore de sommet, on parle d'une visite du président Macron en Chine début 2018. Comment voyez-vous son attitude et sa politique à l'égard de la Chine? Alors pour l'instant, pour moi, je n'ai pas de vision particulière sur le sujet. Je vois quand même un président pragmatique. Je vois une Chine qui est aussi en train d'essayer de capter le vide sidéral laissé par Donald Trump concernant le leadership mondial sur les sujets de régulation. Je me rappelle parfaitement de ce qu'a été le discours
chinois à l'occasion du dernier Davos sur l'importance du multilatéralisme commercial. C'était ahurissant d'innovation. Moi, cette page reste à écrire. Pour l'instant, je n'ai pas d'éléments. Et le couple franco-allemand, est-ce qu'on parle d'une relance du couple franco-allemand? Est-ce que vous pensez que Macron et Angela Merkel vont réincarner cela à l'image de ce que fut ce couple sous les tandems Adenauer-De Gaulle ou Kohl-Mitterrand? Je pense qu'il y a un possible, je dirais, un possible niveau de complicité entre les deux leaders qu'on n'avait pas eu depuis une vingtaine d'années avec François Mitterrand. Ça, c'est tout à fait possible. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on pourra partager le même agenda? Je n'en sais rien. Je pense que l'Europe a changé depuis 20 ans, elle s'est élargie, elle s'est complexifiée, l'euro est là, ce qu'il y a à préserver est au moins aussi important que ce qu'il y a à construire. C'est un sujet hyper complexe. Il y a aujourd'hui une énorme opportunité avec, le Brexit, et donc les Anglais qui, quelque part, donnent de l'oxygène au débat interne européen, et deuxièmement, le fait que tout le monde attend quelque chose de Macron et il est légitime pour proposer. Donc ça, c'est la bonne chose. Si on attend d'un leadership franco-allemand une contribution, elle ne peut pas être totalement centrée sur une vision bilatérale. Et donc, il y a une difficulté, c'est comment intégrer les autres dans cette discussion. C'est une vraie difficulté, je pense. Et de ce point de vue, j'ai des sentiments un peu contrastés. À la fois, je suis persuadé que c'était une excellente chose d'essayer de commencer à mettre des lignes rouges aux pays d'Europe centrale et orientale qui, globalement, ont bafoué les droits fondamentaux liés à l'Union européenne depuis maintenant 10 ans. J'ai vécu moi-même sous Orban en Hongrie, je peux vous en parler. On n'a rien fait à l'époque, on le paye cash maintenant, parce que c'est plus compliqué de traiter et la Hongrie et la Pologne que de traiter uniquement la Hongrie il y a 10 ans. Donc ça, c'est très grave. En même temps, on ne peut pas, dans les mêmes discours, faire de la négociation tactique sur des concessions demandées aux pays de l'Est concernant, je dirais, la libre circulation des travailleurs, et en même temps avoir un discours très clair sur les valeurs et les lignes rouges. Parce que la circulation des travailleurs, prestation de services, c'est vraiment un sujet communautaire classique dans lequel il y a des gagnants et des perdants qui sont normaux dans un marché intérieur. C'est un autre sujet. Donc là, il y a quand même une pédagogie, je dirais, complexe à intégrer pour faire en sorte que ce qu'on propose entre la France et l'Allemagne soit quelque chose dans lequel le plus possible se reconnaissent. Dernier point, ce qui est proposé est de se construire une espèce d'identité européenne renforcée autour de la zone euro, au sein de la zone euro. C'est quelque chose d'ambitieux, quelque chose qui suppose des transferts de souveraineté importants, quand on parle d'harmonisation fiscale et sociale, comme c'est le cas, quand on parle de levier budgétaire pour avoir un phénomène, plutôt une capacité contracyclique de ces budgets communautarisés. La barre est placée très très haut. Difficulté que je vois, c'est que ça n'a pas du tout été au centre des débats de la présidence, des élections pour la chancellerie allemande. Et donc, on aura probablement une chancelière sans mandat par rapport à toutes ces questions. Le fait d'avoir une chancelière sans mandat, ce n'est pas forcément un avantage quand il faudra construire avec elle. Jacques Maire, je vous remercie. Merci.